Il est 13h partout en Côte d'Ivoire. Merci de votre attention. Tout de suite, les titres à la une de l'actualité. Les mesures annoncées pour les fonctionnaires par le chef de l'État Alassane Ouattara à la veille du 7 août sont entrées en vigueur. Comme annoncé, ils l'ont constaté sur leur bulletin de salaire et saluent leur effectivité. Notre reporter Grace Kando est allé à la rencontre de certains d'entre eux dans les rues d'Abidjan. Reportage à suivre en début de journal. Ils veulent pleinement jouer leur partition dans le secteur de la santé. Ce sont les praticiens de médecine traditionnelle au cours d'une rencontre qu'ils ont eue avec le ministre de la Santé. Ils lui ont soumis quelques préoccupations. Pierre Ngoudamba a pris bonne note de celle-ci. Au Congo-Brazzaville, plusieurs dizaines d'étudiants congolais sont inquiets de ne pouvoir entrer à temps dans leurs écoles en France. Ils courent le risque de manquer la rentrée académique 2022-2023 qui a lieu ce 1er septembre. Les services d'immigration congolais n'arriveraient pas à leur délivrer ces passeports à temps, faute de carton. Voilà pour l'essentiel. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous suivre. Primes exceptionnelles, revalorisation de l'indemnité de transport, de logement et d'allocation familiale. Les mesures annoncées par le chef de l'État, Alassane Ouattara, la veille du 7 août, sont entrées en vigueur pour les fonctionnaires. Comme annoncé, ils l'ont constaté sur le bulletin de salaire et saluent leur effectivité. Notre reporter Grace Kando, comme nous le disions à l'instant dans les titres, est allé à la rencontre de certains d'entre eux dans les rues d'Abidjan. Son reportage. Plateau, cité des affaires, c'est l'heure de la pause déjeuner. Dans ces lieux de restauration, des fonctionnaires venus prendre des fosses après des heures de travail. Ici, les échanges portent sur les mesures prises par le chef de l'État en leur faveur, en l'occurrence la revalorisation de l'allocation familiale qui passe de 2 500 à 7 500 francs CFA par mois et par enfant. La mesure concerne les enfants de 0 à 21 ans et prend en compte 6 enfants. Nous avons commencé à faire l'épargne dès ce premier mois même, afin que ceux-là demain puissent avoir déjà un compte consistant sur le plan scolaire même qui pourra aussi les aider. J'ai 3 enfants. Quand on multiplie 7 500 par 3, vous voyez donc tout ce montant fait un virement permanent pour les enfants. Donc c'est une très bonne mesure. Dans 3 à 4 ans, ils seront à l'université. Cela pourra leur permettre de payer leurs fournitures scolaires, leurs frais d'inscription et ça peut vraiment m'aider sur ce plan. Les retraités du secteur public sont aussi concernés par cette décision. Eux bénéficient d'une allocation de 5 000 francs par enfant. Il a fallu le gouvernement actuel pour pouvoir rehausser toutes ces choses-là. Et franchement, nous avons applaudi ça. Imaginez un peu 2 500 par enfant. Ça ne pourrait pas faire quelque chose. Mais maintenant, ça monte à 7 500. Franchement, on doit dire merci au chef de l'État. Autre lieu, une gare des transports en commun. Dans ce taxi, un fonctionnaire. Il se prononce sur la mesure arrêtée concernant ce volet. Concernant le transport en commun, on a pu constater qu'en Abidjan, elle était devenue un peu difficile. Il faut se déplacer à plusieurs reprises, c'est-à-dire découper, comme on a l'habitude de le faire, d'un point A à un point B. Et donc cette nouvelle mesure qui consiste à revaloriser le transport des fonctionnaires est à saluer et nous remercions M. le Président pour cette initiative. La décision du chef de l'État concernant l'aspect logement constitue aussi une bouffée d'oxygène pour les travailleurs. Pour l'indemnité de logement, moi, particulièrement ma catégorie a bénéficié de 60 000 francs. Ceci a été un ouf de soulagement pour nous qui n'avons pas d'indemnité de logement depuis belle lurette. Merci au Président d'avoir entendu le cri de cœur des travailleurs et des fonctionnaires que nous sommes. Cerise sur le gâteau, les fonctionnaires et agents de l'État bénéficieront d'une prime exceptionnelle représentant un tiers du salaire mensuel indiciaire de base du mois de décembre qui sera payé le 10 du mois suivant dès janvier 2023. Après la fête, il y a tellement de dépenses, on est à plat, il n'y a plus d'argent. Donc cette prime-là nous permettra de pouvoir souffler un peu et reprendre les activités pour venir au service sans problème. Fonctionnaires et agents de l'État satisfaits de ces mesures prises par le chef de l'État qui, selon eux, visent à lutter contre la vie chère.
On change de registre pour parler cette fois de sécurité, une police nationale encore plus proche des populations, cela afin de lutter plus efficacement contre le banditisme et la criminalité. Le quartier de Angré-Château, dans la commune de Cocody, est officiellement doté d'un nouveau commissariat. Il s'agit du 40e arrondissement, inauguré par le général Wagondo Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, en présence des populations de plusieurs fonctionnaires de police. L'édifice entre officiellement en service. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a rappelé l'engagement du président Alassane Ouattara à tout mettre en œuvre pour le renforcement de la sécurité des personnes et de leurs biens. Walter Amadou Ouattara. Avec ses 32 bureaux et 9 violons, le tout nouveau commissariat de police du quartier Angré-Château est fonctionnel. Baptisé 40e arrondissement, sa construction et son équipement sont à l'actif de l'État de Côte d'Ivoire. Le maire de la commune de Cocody s'en réjouit et promet d'accompagner les efforts du gouvernement. Le commissariat du 40e arrondissement est, à partir d'aujourd'hui, fonctionnel et soyez-en sûrs, monsieur le ministre, nous serons à leur côté afin qu'ils puissent exercer correctement leur travail. Toute ma gratitude et ma reconnaissance à son Excellence, monsieur le Président de la République. Youssouf Kouyaté, directeur général de la police nationale, traduit toute sa gratitude au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité qui œuvre pour une image davantage rassurante de la police ivoirienne. La construction de ce nouveau commissariat s'est avérée indispensable en raison de l'extension de cette zone qui relevait jadis de la compétence territoriale du commissariat du 22e arrondissement. Monsieur le ministre, la police nationale vous remercie pour votre clairvoyance et pour les actions que vous ne cessez de mener pour sa modernisation. Présentant aux populations le commissaire de première classe, en la personne de Mélin Bakary Abraham Touré, qui totalise 22 années de service, le ministre Wagondo Diomandé exhorte les communautés à l'aider à réussir la mission à lui confier. Dans le sillage de notre vision d'une police de proximité, d'une police qui est complice avec sa population et une population qui accompagne sa police, doit être complice avec la police. Un policier sans renseignement, un policier sans information perd de son efficacité. En retour, nous avons le devoir de veiller sur vous. Et nous le ferons contre vents et marées. En plus de l'effectif de 55 personnels de police, 2 véhicules et 2 motos sont déjà à la disposition du 40e arrondissement pour produire un résultat dans un meilleur délai. Et on continue de parler de sécurité, aussitôt inauguré dans la ville de Méhagui le 29 août dernier, que le même soir, le nouveau commissariat de la ville a accueilli son tout premier pensionnaire. L'homme s'apprêtait à effectuer un braquage à main armée dans la ville avec 2 autres complices. Grâce à la collaboration entre les populations et les forces de l'ordre, son funeste projet n'aura finalement pas lieu. Il sera d'ailleurs le premier individu à passer sa première nuit dans les couloirs fraîchement inaugurés du violon réservé aux hommes. Walter Amadou Ouattara. Âgé de 42 ans, il est le premier pensionnaire du violon du commissariat de police de Méhagui. Il a été interpellé le soir même de l'inauguration du commissariat. Il s'apprêtait à perpétrer un vol à main armée dans une boutique avec ses 2 complices au quartier dénommé Mon mari m'a laissé. Je suis quitté ensemble de revenir à Méhagui pour un braquage avec un ami. Je le suivais, il a fui. Cette arrestation alimente les conversations actuellement à Méhagui. Les populations se sentent déjà rassurées par l'avènement du commissariat de police. Ce que les policiers ils ont fait seulement, moi je suis trop content de eux. Parce qu'ils ont fait le travail, en arrivée, les jours qu'ils vont commencer à travailler, ils ont arrêté les braquets. Les braquets même, ça a dû et nous fatigue, laisser la route en brousse. Quand on a attrapé le bandit, en tout cas, ça m'a vraiment plu parce qu'on sait que le travail a vraiment commencé et vraiment nous sommes émus. Parce qu'on va vraiment, il aura la sécurité à Méhagui. Chauffeur de taxi-moto à Méhagui. Bon, souvent, on peut rouler jusqu'à 22h, 23h. Et bon, à cause de l'insécurité, on est obligé de vite garer. On n'arrive pas à faire la recette. Ben, avec l'arrivée de la police, vraiment, ça nous fait un peu du bien, quoi. Le lendemain,
À l'inauguration d'un autre commissariat de police à Diegonefla, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a félicité les forces de l'ordre pour le travail abattu. J'ai demandé à nos parents de Méagui de soutenir la police. Ils l'ont fait séance tenante et nous enregistrons d'excellents résultats. L'occasion est belle pour féliciter M. le directeur général de la police nationale, ici présent, et l'ensemble de ses collaborateurs. Avec à leur côté les forces de défense et de sécurité qui, nuit et jour, veillent sur votre sécurité. En moins d'une semaine, 3 commissariats de police ont été mis en service. Ce maillage par la police nationale est une volonté du président de la République visant le renforcement de la quiétude des honnêtes citoyens. La sécurité, vous le savez, est également routière et sur nos routes, la lutte pour faire échec à l'incivisme s'intensifie. Les récents accidents de la circulation enregistrés appellent à des mesures plus corsées. Un décret instaurant le permis de conduire à points vient d'être signé par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Il sera bientôt mis en application. Sur le sens des nouvelles mesures qui seront prises pour sanctionner les automobilistes auteurs d'infractions routières, le ministère des Transports s'est prononcé. Serge Collier. Excès de vitesse, non-respect du code de la route, surcharge ou encore conduite dangereuse. Ce sont quelques-unes des infractions courantes, source de nombreux accidents en Côte d'Ivoire. La journée du 1er août 2022 a été particulièrement dramatique. 36 personnes ont perdu la vie sur les routes d'Alépé et de Saint-Fra. Le ministère des Transports, en campagne contre l'incivisme sur les routes, depuis quelques années, veut mettre fin à ce cycle. On atteint donc le seuil de l'intolérable. Il y a eu trop de morts sur nos routes à cause de cet incivisme-là. Il faut désormais faire en sorte que nous puissions entrer donc en voie de répression et dire donc à ces automobilistes donc, qui conduisent mal que désormais l'État prend les devants et l'État fera en sorte qu'il ne soit plus un danger donc, pour les populations. Combattre l'incivisme sur les routes à travers des mesures rigoureuses. En témoigne le décret signé par le président de la République instaurant le permis de conduire à points. En cas d'infraction routière et suivant la gravité des circonstances, au moins 2 points seront retirés sur le permis de conduire du conducteur du véhicule concerné. Tous les permis seront affectés de points. En cas d'infraction, selon la gravité, des points seront retranchés jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'autres points et que les mauvais conducteurs retournent à prendre le code de la route pour se faire établir un permis. Dans les semaines à venir, un arrêté du ministère chargé du transport routier va préciser les conditions et modalités de mise en œuvre. Un atelier de validation est prévu avant le démarrage effectif. Le ministère appelle les usagers de la route à la prudence et au respect du code de la route. Les motards de Côte d'Ivoire ont reçu une formation aux techniques de premier secours, formation à délivrer par les sapeurs-pompiers militaires de la caserne de Nziernois. L'initiative est du Vintage Motorcycle Club. Le but de cette formation consiste à leur donner les connaissances de base en technique de premier secours, ce qui leur permettra de sauver des vies s'ils sont les témoins d'accidents de la route. Serge Collier. C'est une initiative appréciée par les soldats du feu, voire des motards engagés à leur côté pour apprendre les bonnes pratiques en matière de secourisme et de sécurité routière. Ils ont été formés et sensibilisés par les instructeurs du Centre de secours d'urgence de Nziernois. Les sapeurs-pompiers militaires ont passé en revue les gestes de premier secours afin de sauver des vies. Et cela participe au renforcement du lien armée-nation et ça va dans l'esprit que nos chefs nous ont donné, nous rapprocher de la population, communiquer sur ce que nous faisons afin que nous puissions remplir nos missions. Assister à un danger sans protester, sans faire quelque chose, ça veut dire qu'on est complice de ce danger-là. Voilà, grâce au GSPM, nous serons plus complices de tout ce qui se passe sur les routes et nous sommes aptes désormais à apporter assistance. À l'issue de la formation, chaque participant a reçu un certificat. Le commandant de la caserne de Nziernois les a encouragés à respecter le code de la route, à être prudents et à se protéger sur nos routes.
Et loin des routes, dans un environnement plus studieux, inculquer de nouvelles valeurs aux jeunes étudiants en matière de connaissance et de promotion de la culture du café. C'est la vision que partage l'Organisation interafricaine du café et l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Une vision matérialisée par la signature d'un accord cadre signé le mardi dernier à la présidence de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Reportage. Apprendre aux jeunes l'essence de l'entrepreneuriat et leur inculquer la culture de la consommation du café. C'est la mission que vise l'Organisation interafricaine du café à travers la signature d'un partenariat avec l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Ce partenariat va permettre aux étudiants de l'université d'être formés en matière d'entrepreneuriat et de s'approprier la culture de la consommation du café. Nous avons commencé donc la dégustation et au-dessus de tout, l'objectif principal de ce partenariat, c'est d'arriver à inculquer la culture de la consommation du café à la jeunesse. C'est pourquoi l'université, qui a plus de 60 000 étudiants, est donc choisie pour promouvoir et inculquer la culture de la consommation de café pour la jeunesse. Ce partenariat vise donc un certain nombre d'objectifs au nombre de 3. D'abord, collaborer pour l'organisation d'un festival international du café à l'Université Félix Houphouët-Boigny. Collaborer pour la mise en place de kiosques à café gérés par les étudiants pour leur apprendre surtout les notions de gestion donc, des entreprises, les fonctions donc, de l'entreprise, et même leur permettre plus tard de pouvoir entreprendre. La Côte d'Ivoire représente le 4e plus gros producteur africain de café. Ce partenariat va permettre aux Ivoiriens de consommer ce qu'ils produisent. Créée le 7 décembre 1960, l'Organisation interafricaine du café a pour objectif d'étudier les problématiques relatives à la production du café et de faire la promotion du café local. Un reportage signé Espérance Jackal et Dangui Dangui à suivre à présent l'évolution de la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle a enregistré hier mercredi 31 août 2022 43 nouveaux cas de Covid-19 sur 1142 échantillons prélevés, soit 3,8% de cas positifs, 19 guéris et 0 décès. À la date du 31 août 2022, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 86 738 cas confirmés, dont 85 821 personnes guéries, 819 décès. 98 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1609. Le 30 août 2022, 18 810 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 18 337 109 doses du 1er mars 2021 au 30 août 2022. Nous le disions également dans les titres, les praticiens de médecine traditionnelle veulent pleinement jouer leur partition dans le secteur de la santé. Au cours d'une rencontre avec le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle, Pierre Ngou-Demba, ils lui ont soumis quelques préoccupations. Le ministre de la Santé a pris bonne note de celle-ci et a promu une collaboration plus étroite avec la direction de la médecine traditionnelle. Serge Coléa. Renforcer la collaboration entre la médecine traditionnelle et la médecine moderne. C'est le sens des échanges entre les tradipraticiens et le ministre Pierre Ngou-Demba. Cette rencontre inédite a permis d'aborder plusieurs questions d'ordre juridique, organisationnel et médical. L'association des praticiens de la médecine traditionnelle fonde beaucoup d'espoir dans cette rencontre. Tout ce que les praticiens voudraient avoir, la construction d'un institut, l'implication véritable des praticiens dans la lutte contre certaines pathologies, je crois que c'est un engagement fort. Et nous avons applaudi M. le ministre. D'ici 2025, nous devrons passer de 10 médicaments traditionnels homologués en Côte d'Ivoire à plus d'une trentaine, à plus d'une cinquantaine. Le ministre a exprimé sa disponibilité. Il entend tirer le meilleur profit de cette collaboration dans l'intérêt des populations ivoiriennes. Nous avons commencé à investir dans les infrastructures. Vous voyez ça et là, sortir jour en jour, des hôpitaux donc modernes, avec les techniques les plus sophistiquées, les plus innovantes. Si nous devons aller à l'universalité, mais pour cela, nous devons faire passer ce que nous avons dans le filtre qui permet donc d'assurer l'homogénéité de la connaissance mondiale.
Et ça passe par la recherche, par la formation et par ce travail que fait le programme et vous, l'organisation, donc l'association des praticiens. L'appui de l'État sera effectif pour assainir et moderniser le secteur de la médecine traditionnelle. Et en attendant que cette collaboration s'étende sur plusieurs champs, sachez que son Excellence Richard Bell, ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, a sillonné quelques villages du département d'Abengourou pour soutenir un programme de lutte contre le paludisme dans les zones rurales. Le diplomate américain veut, à travers cette visite, sensibiliser les populations au respect des consignes des agents sensibilisateurs afin d'éviter le paludisme, cette maladie qui fait de nombreuses victimes en Côte d'Ivoire. Le reportage est signé Herman Yamia. L'ambassade des États-Unis soutient la Côte d'Ivoire dans la lutte contre le paludisme. Pour engager la sensibilisation contre ce mal, son Excellence Richard Bell, ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, a effectué le déplacement de la région de l'Indéné-Guablin. Première étape de cette visite, la localité d'Ané-Kwadiokro, village de la sous-préfecture d'Aniansoué, dans le département d'Abengourou. Ici, il s'est entretenu avec les membres d'un ménage pour s'imprégner de la situation du paludisme dans cette localité située au bord du fleuve Komoui. Pour le paludisme, les choses vont mieux. Ce n'est pas toujours facile à voir, parce qu'il y a encore des gens qui tombent malades. Le paludisme est encore là, mais il y en a beaucoup moins qui meurent. Beaucoup moins qui meurent. Et ça c'est super important. La rencontre a eu lieu en présence des populations, mais également des agents de santé communautaires qui ont expliqué aux diplomates américains leur mission et les difficultés rencontrées sur le terrain. Ce que nous faisons des visites à domicile, nous avons des causeries de groupe pour pouvoir amener la population à vraiment changer de comportement au niveau du paludisme. Il faut dormir, nous les sensibilisons, il faut dormir sous des moustiquaires. Il faut avoir une hygiène de vie, c'est-à-dire nettoyer les maisons, les entourages de maisons et au niveau des femmes enceintes et à la prise de la sulfadoxine. Après Ané-Kwadiokro, toute la délégation a mis le cap sur Aniansoué, à 5 km de là. À cette étape, ce sont les groupements de femmes qui constituent la cible. Elles se sont prêtées aux préoccupations de son Excellence Richard Bell, qui voulait en savoir un peu plus sur leurs activités. Tout le monde est content parce que quand on fait un travail, on voit quelqu'un qui tient vraiment à ce travail, qui vient te rendre visite, toi qui es petit, qui vient te rendre visite, et il t'apprécie, il t'encourage, vraiment c'est bon. On n'a pas de mots à ajouter que lui dire merci. D'autres visites à Abengourou étaient également au menu de l'agenda du diplomate américain dans la région de l'Indéné-Guablé. Le premier administrateur civil de la sous-préfecture de Gouékan, situé dans le département de Ouaninou, région du Bafing, vient d'être installé officiellement par Moussa Sanogo, le ministre du budget du portefeuille de l'État, cadre de la région du Bafing. Une occasion de retrouvailles pour l'ensemble des fils et filles de Gouékan afin de parler développement et cohésion sociale. Le reportage est signé Evoué. Kwadio Kwasi Roger est le tout premier sous-préfet de Gouékan. Cette circonscription administrative, située dans la région du Bafing, a été érigée en sous-préfecture depuis 2010, en présence de l'ensemble des fils et filles des 8 villages de Gouékan. L'administrateur civil est présenté officiellement par Ibrahim Bayo, directeur général de l'administration du territoire, représentant le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, et Moussa Sanogo, ministre du budget et du portefeuille de l'État, cadre du Bafing. Ça fait plus de 20 ans qu'on attendait ça, cette nouvelle. Et depuis on attendait cette nouvelle, ça a été une surprise pour nous. On ne s'attendait pas que ça allait être maintenant. L'ouverture d'une sous-préfecture est un moment important dans la vie des populations. Elle marque le rapprochement de l'administration des populations. Que de savoir aujourd'hui que les parents ont pu avoir un sous-préfet, je pense que ça va faciliter l'exécution de toutes leurs courses administratives. Et vraiment, je veux souhaiter surtout bon vent au sous-préfet dans sa mission. En tout cas, bonne chance à lui. Les populations de Gouékan sont reconnaissantes au ministre Moussa Sanogo qui a œuvré pour la réhabilitation de l'école primaire publique, le marché, la maternité, le logement de la sage-femme et celui du sous-préfet. Néanmoins, elles espèrent la résolution d'autres problèmes majeurs. Sur les 8 villages de la sous-préfecture, il n'y a que 2 qui sont électrifiés.
Et il y a un gros travail à faire à ce niveau, en plus de l'eau courante qui est attendue. La sous-préfecture de Goukan est située dans le département de Ouaninu. Elle compte plus de 4500 habitants. La cohésion sociale a été prônée à Nzanfouenou dans le département de Hara. On en sait plus avec Walter Amadou Ouattara. Construction de l'école primaire et récompense des meilleurs élèves de Nzanfouenou. Des actions à mettre déjà à l'actif de l'association des ressortissants de Nzanfouenou, ARENA, dans la sous-préfecture d'Hara. Mais Nzanfouenou voit grand pour son développement. Cette ambition ne peut toutefois se réaliser que si tous les fils et filles de ce village parlent d'une seule voix. Le nouveau président de l'ARENA, Aubin Nzembrin, entend faire de la cohésion sociale sa priorité. Il a invité la communauté Agni de Nzanfouenou à faire de même. Il est soutenu dans cette initiative par le député d'Hara, Nguessan Aondjon, représenté à la cérémonie annuelle de l'ARENA par Étienne Assanvo. Aujourd'hui, nous sommes en retard parce que la politique nous a divisés. Sauf cela. J'ai demandé au président d'ARENA d'user de toutes ses forces pour que cette union soit une réalité ici à Nzanfouenou. Le représentant de Nguessan Aondjon a tenu à honorer la notabilité de Nzanfouenou en lui offrant des présents. L'harmonie bien visible au cours de cette rencontre annuelle de l'ARENA a été vécue comme les prémices de l'unité retrouvée à Nzanfouenou. Deux événements majeurs ont meublé la fête de génération qui a eu lieu dans le village d'Aké-Atingué, situé à 20 km d'Abidjan, dans la sous-préfecture d'Anyama. Il s'agit de la prise du pouvoir par la génération Mounan et la fête de la maturité dénommée Fokwe. La nouvelle génération au pouvoir s'est engagée à œuvrer à la consolidation de la paix et au développement du village. Les représentants du président de l'Assemblée nationale, du ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan ont pris part à cette cérémonie. Frédéric Oulaï et Jean-Marc Djeji. Atmosphère festive à Atingué, village acquier situé à 20 km d'Abidjan. Nous sommes à la passation de pouvoir entre générations. Aujourd'hui, c'est la génération Mounan qui accède au pouvoir. Une prise de pouvoir entérinée par la célébration de la maturité. Castagnette en main, pagne attachée à la hanche, nu-pied pour les hommes, sabre à la main pour les guerriers. Les quelques 1000 membres de la génération Mounan d'Atingué sont désormais adultes. Le futur chef de village sera issu de leur rang. C'est également l'occasion pour le peuple atier d'Atingué de promouvoir les valeurs de notre tradition, que soit la patience, l'endurance, la tolérance, le pardon, le respect. Ces vertus consolident la cohésion sociale et favorisent la paix en pays atier. Invité d'honneur, Famoussa Koulibaly, représentant le président de l'Assemblée nationale, s'est réjoui de la cohésion. Composée de 4 classes d'âge, dont les Agri, les Boto, Tchogba et les Djewe, la génération Mounan succède à la génération Djigbo au pouvoir depuis 2006. Cette fête de génération est aussi l'occasion pour les fils et filles réunis au sein de la mutuelle du village de parler développement. Voilà une belle fête de célébration. Et puis les 5, 6, 7 août dernier, la ville de Daloa a vibré aux couleurs de la 2e édition de Antilope Festival, initié par l'artiste chanteur Yabongo Lova. Ce festival est une plateforme de promotion et de valorisation de la culture du Haut-Sassandra et singulièrement de Daloa, placé sous le thème Équation jeunesse entrepreneuriat. Cette édition s'est tenue sous le sceau de la cohésion sociale, de la fraternité des fils et filles de Daloa, de la région et autres communautés habitants dans la ville de Daloa. Serge Pacom-Didi et Jean-Marc Djeji. La ville de Daloa aux couleurs de la 2e édition de Antilope Festival, événement qui valorise les richesses culturelles, touristiques de la région du Haut-Sassandra. Cadres de la région et notabilités se disent honorés de la tenue de la fête. Youssouf Kanaté, au nom de M. Auguste Stéphane Gueli, a félicité l'initiateur, l'artiste Yabongo Lova, pour sa contribution à l'élan culturel de la ville de Daloa. On veut positionner Daloa à un autre niveau d'événementiel. Mon équipe et moi, nous avons foi que ce que nous avons commencé,
nous allons aller jusqu'au bout. Nous sommes pour la cohésion sociale. Nous sommes pour le rassemblement. Panel autour du thème Équation jeunesse et entrepreneuriat, des dons au foyer Talita Koum pour orphelins, pose des premières pierres des travaux de réhabilitation de l'EPP Boliville sont, entre autres, les activités d'utilité publique qui ont meublé cette édition. Antilope Festival 2022, c'est aussi une plateforme de promotion des artistes de la région, mais par belle, est faite aux artistes originaires de Daloa. Humour, musiques urbaines coupées décalées zouglou ont égayé les nombreux festivaliers sur la place Lobia de Daloa. La fête fut belle du côté de Daloa. Dans l'actualité internationale, ils sont inquiets de ne pouvoir rentrer attendre leurs écoles en France, au Congo-Brazzaville. À plusieurs dizaines d'étudiants congolais courent le risque de manquer la rentrée académique 2022-2023 qui a lieu ce 1er septembre dans bon nombre d'universités françaises où ils ont pu obtenir leur préinscription. Pour cause, les services d'immigration congolais n'arriveraient pas à leur délivrer des passeports faute de carton. À la place de la préfecture de Brazzaville qui abrite les services d'immigration, plusieurs de ces jeunes étudiants se sont rassemblés pour manifester leur mécontentement. Les étudiants qui soupçonnent des actes de corruption, le rassemblement a été dispersé par la police. Et c'est sur cette information que se referment les pages de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.